Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation de livres qui a lieu dans le cadre de la journée Pouce Carré, la journée Appui Livre qui s'intéresse spécifiquement aux albums jeunesse. Donc, cet après-midi, on va découvrir ensemble les ouvrages vraiment formidables des éditions Monsieur Ed. Donc, les éditions Monsieur Ed est une maison d'édition qui existe depuis une bonne dizaine d'années au Québec, qui a gagné en 2022 le prix de la meilleure maison d'édition de l'année à la Foire de Bologne. Donc, c'est un prix international, donc vraiment un prix très important qui a été remporté par les éditions Monsieur Ed il y a maintenant 2 ans. C'est une maison d'édition qui fait, je dirais, une production annuelle très riche qui est composée d'ouvrages d'ici et d'ouvrages qui viennent d'ailleurs également. Donc, vous allez avoir une production variée, une production de grande qualité. Euh, donc, pour ce qui est de la bibliographie, je vais vous l'envoyer sous peu. La semaine dernière, vendredi dernier, j'étais au Salon du Livre de Trois-Rivières avec les enseignants du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Et on a fait un atelier de découverte de livres qui était entièrement axé sur les livres des éditions Monsieur Ed. Et pour l'occasion, j'avais décidé de classer les livres par grande thématique. J'ai décidé de vous envoyer la même bibliographie. Donc, c'est une bibliographie exhaustive de tous les titres qui sont parus chez Monsieur Ed jusqu'à maintenant. Mais j'ai décidé de garder les livres classés de la même façon parce que ça peut vous faire des beaux réseaux littéraires à utiliser avec les jeunes. Vous allez voir aussi les livres qu'on a chez Monsieur Ed. C'est des livres qui peuvent être pertinents tout au long du primaire. Souvent des livres avec plusieurs niveaux de lecture, avec besoin de s'impliquer dans la lecture aussi. Donc, c'est des livres que vous allez pouvoir utiliser là, à peu près peu importe l'âge des jeunes, dépendamment du traitement que vous allez en faire. Donc, je vais tout de suite mettre la bibliographie dans la conversation. Je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait avec les enseignants au centre de service aussi, parce que je pense que ça peut être une façon intéressante de découvrir les livres des éditions Monsieur Ed quand on se retrouve tout le monde ensemble là, en présence. Donc, si vous aviez plusieurs livres de cette maison d'édition, ben, vous pourriez le faire avec les jeunes, puis même avec d'autres ouvrages, c'est une bonne façon de découvrir les livres. Donc, je vais vous montrer là, rapidement la bibliographie, comme je l'ai fait un peu plus tôt, en partageant mon écran. Comme tout à l'heure, vous avez des hyperliens qui vous permettent d'avoir accès aux fiches des livres sur libraire.ca. Pour l'instant, dans cette maison d'édition, il n'y a pas de fiches pédagogiques, donc il n'y a pas de colonne de fiches pédagogiques. J'ai séparé les livres en trois grandes catégories, mais certains livres pourraient se retrouver dans chacune des catégories. Il y a vraiment là, des intersections pour plusieurs livres. Alors, des livres qui nous amènent à visiter des mondes imaginaires, des livres qui explorent l'univers des émotions ou encore du deuil, et ensuite, des livres qui tissent des relations avec les autres, donc où les personnages vont créer soit des relations amicales ou encore où il sera question de relations familiales. Et j'ai fait une quatrième catégorie, c'est des livres un peu fous parce qu'il y a vraiment une production aussi aux éditions de Monsieur Ed qui est très ludique, qui est très amusante. J'ai mis là-dedans les livres qui sont déjantés, qui sortent de l'ordinaire. Alors, vous avez ici des livres un peu fous. Donc, ce qu'on a fait avec les participants qui étaient à l'atelier vendredi dernier, on a travaillé avec les trois premières grandes catégories. Eux n'ont pas eu votre privilège, alors je ne leur ai pas donné les catégories avant de commencer. J'ai séparé le groupe en trois. On avait peut-être une douzaine de personnes, donc trois équipes de quatre. Chacun des enseignants, chacun des groupes avait un ensemble de livres. Et ils avaient un temps donné, disons une vingtaine de minutes, pour parcourir les ouvrages, les lire, se les raconter entre eux dans l'équipe. Donc, il y avait vraiment eu un partage d'informations. Plusieurs lisaient, après racontaient ce qu'ils avaient lu aux autres. Puis ensuite, ils devaient s'entendre sur une thématique commune. Donc, ils devaient déterminer ensemble quelle était la thématique qui unissait tous ces livres. C'est intéressant parce que celui que moi j'avais nommé Relation avec les autres, eux ont dit que c'était la thématique de la solitude. C'est intéressant parce que souvent, c'est une situation de solitude qui amène à se lier les uns avec les autres. Donc, ça nous a permis de voir aussi les perceptions par rapport aux livres. Si on avait été 30 ou 40 personnes, j'aurais confié un livre à chaque personne ou à chaque duo de personnes. Je leur aurais demandé de le lire, puis j'aurais mis à l'intérieur, disons, dans la quatrième de couverture, à la quatrième de, c'était pas la quatrième de couverture, mais ici, dans les pages de garde, j'aurais collé un identifiant, groupe 1, 2, 3, 4, ça aurait pu être une carte à jouer, ça aurait pu être un dessin, etc., pour qu'ensuite ils se retrouvent. Donc, en début d'année, chaque enfant a
un livre, découvre le livre, à la fin du livre, a, disons, un petit cœur, puis on doit retrouver les autres enfants qui ont aussi un petit cœur, puis après, on partage sur nos lectures, puis après, on essaie de déterminer la thématique commune. Une fois que mes trois groupes avaient trouvé leur thématique commune, on a fait une mise en commun. Donc, c'était leur responsabilité de présenter les livres les uns aux autres. Et moi, évidemment, j'apportais des compléments d'information, des pistes d'exploitation pédagogique en lien avec ce qu'ils disaient. Donc, c'était une façon aussi de les impliquer dans la découverte des livres pour qu'ils soient partie prenante de la découverte des ouvrages. C'est pour ça que, puis après, moi, je leur ai présenté les livres complètement fous parce que je trouvais que c'était intéressant de les présenter à la fin de l'atelier aussi pour que ce soit joyeux. Mais c'est une façon donc que je vous invite à utiliser si jamais vous le souhaitez pour découvrir là, des livres comme ça. C'est intéressant quand on a des maisons d'édition qui ont autant d'ouvrages qui se recoupent, qui se recoupent les uns avec les autres. Aussi, pendant la présentation, si, par exemple, un participant du premier groupe présentait son livre, ben, les autres groupes pouvaient dire s'ils croyaient que ce livre aurait aussi pu faire partie de leur sélection. Fait que ça nous a permis de créer comme ça une espèce de grand réseau littéraire avec presque tous les livres de la maison d'édition. Également, comme tout à l'heure, je vais vous amener visiter le site web rapidement de la maison d'édition. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de fiche pédagogique, comme je vous le disais, mais en regardant le site web, quand même, je voulais juste vous montrer, vous avez donc la section des titres à paraître. Ici, on a L'épieuvre non pas d'os, qui sera un documentaire à découvrir, qui, lui, devrait venir avec une fiche pédagogique. Ce sera le premier ouvrage avec une fiche pédagogique. Les petits derniers, c'est les nouveautés, les livres plus récemment parus. La famille, c'est l'ensemble des ouvrages et vous pouvez cliquer sur un titre pour avoir des pages intérieures, donc quand même plusieurs pages intérieures que vous pouvez feuilleter. Et ensuite, présentation du livre avec quand même un descriptif assez long pour chacun des ouvrages, des âges proposés. Ici, puis bon, 5 ans et plus, et les grands timides, parce que c'est une histoire sur la timidité. Alors, vous allez souvent avoir, comme ça, dans les livres de Monsieur Ed, des petits clins d'œil, des petits ajouts, des petites phrases amusantes. La première chose d'ailleurs que je pourrais vous présenter autour des livres de Monsieur Ed, et ça, vous allez voir, ça n'arrive pas souvent dans une présentation de livre qu'on fait ça, c'est les données de catalogage. Si vous avez déjà tenu des livres des éditions Monsieur Ed entre vos mains, puis que vous avez regardé la page des données de catalogage, vous avez sans doute constaté que les données de catalogage dans tous les livres, elles sont accompagnées d'une petite histoire, d'une rédaction. On vous présente les artisans qui ont travaillé sur le livre en les mettant en contexte et le texte qui est là est toujours en lien avec l'histoire. Je vais vous lire ici, par exemple, dans Le Lion de Jacob, je vais vous lire les données de catalogage avant même qu'on ait lu l'histoire. Tout droit réservé, aucune partie de ce livre ne peut être produite, transmise, diffusée ou stockée dans un système de recherche d'information ou sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, graphique, électronique ou mécanique, y compris la photographie, l'enregistrement, sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Ouf, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, vous êtes vraiment courageux. L'indomptable Valérie Picard fut si absorbée par la traduction de cet ouvrage qu'elle en négligea sa grande crinière ondulée. De son féroce rugissement, Alice Liénard assura le suivi de la traduction et ordonna à Valérie d'aller se peigner, tandis que Lise Duquette, dompteuse de mots par excellence, traqua chaque maladresse et chaque imperfection. Le griffonnage du texte fut réalisé à l'aide des ongles acérés de Valérie Picard, une fois qu'elle fut peignée, bien sûr. La distribution est assurée par le dénicheur de diffusion d'immédiat. Alors, vous voyez, on a toujours comme ça une mise en contexte qui est amusante. Si vous êtes dans la technique, là, ce n'est plus Diffusion d'immédiat qui est à la diffusion des éditions Monsieur Ed. On les retrouve maintenant chez Diffusion Gallimard. Donc, vous allez pouvoir les trouver à cet endroit. Donc, on a toujours comme ça, je commence avec ça parce que c'est pour vous démontrer à quel point tout l'objet est réfléchi. Tout l'objet est pensé de la première lettre à la dernière lettre, avec les pages de couverture, les pages de garde. C'est vraiment des pépites que vous avez entre les mains. Je vais vous présenter pour commencer. Je vais y aller dans l'ordre qui est dans la bibliographie, mais on pourrait le faire dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, avec la première thématique que j'avais extraite qui s'appelle Les mondes imaginaires. Alors, c'est des ouvrages qui amènent les personnages à parcourir des mondes qui appartiennent à l'imaginaire. Et donc, souvent, c'est des ouvrages pour lesquels on doit, nous aussi,
comment je pourrais dire ça? On doit accepter de signer le contrat. Vous savez, quand on regarde un film, par exemple, fantastique ou qu'on lit une histoire qui ne se peut pas, on signe un peu un contrat avec le créateur. On accepte d'embarquer dans cet univers-là. Bien, il faut signer le contrat avec les éditions Monsieur Ed pour embarquer dans les univers parallèles ou les univers imaginaires qui nous sont proposés. J'étais en train de vous montrer le livre Le Lion de Jacob. Je vais commencer avec celui-ci puisqu'on en a déjà parlé un peu. C'est un livre de Russell Hoban et Alexis Deacon. C'est un ouvrage peut-être parmi les ouvrages les plus longs de la maison d'édition. On a là, je vais vous montrer les pages intérieures. C'est un mélange de texte et de bande dessinée. Donc, vous avez des pages comme ça où on n'a que du texte, mais vous avez aussi des pages comme ça où on n'a que des cases de bande dessinée sans texte. Donc, on est vraiment dans un ouvrage un peu hybride. Il y a aussi des pages qui appartiennent vraiment à l'album, comme celle-ci. Alors, on va suivre l'histoire de Jacob. Jacob, il est à l'hôpital. Il a une maladie grave qui nécessite une intervention chirurgicale. Et il a peur. Et on ne sait pas si Jacob va passer au travers de l'opération. On ne sait pas si sa santé lui permet de traverser cette opération-là. Donc, on va voir des scènes où Jacob est à l'hôpital, comme ça ici. Puis, il y a un lion qui arrive. Ensuite, on arrive vraiment dans ce qu'on sent être un moment, on est au tout début, là, un moment d'imaginaire où le lion va transporter le lit d'hôpital. On arrive vraiment, on a l'impression d'être dans le rêve de Jacob, dans une partie de son imaginaire. Puis, je vais passer quelques pages. Parfois très symbolique, hein. Ici, dans son lit d'hôpital, Jacob observait la neige qui tourbillonnait dans le ciel gris. Il avait l'air triste. Et on revient avec page de texte. Puis là, on nous dit, l'infirmière Bami lui apporta un chocolat chaud. Elle venait d'Afrique et ses joues étaient ornées de scarifications rituelles. Elle avait vu des lions, des éléphants, des crocodiles. Et là, Bami va se rendre compte que Jacob a peur. Jacob va lui dire que il doit avoir une opération, mais il ne sait pas s'il sera capable de revenir de son opération, du monde imaginaire dans lequel il est plongé, lorsque soit il rêve ou il se trouve endormi. Et Bami va lui dire, tu dois trouver ton dénicheur. Peu importe où les docteurs t'enverront, il pourra te retrouver et te ramener. Et là, Jacob, il va avoir une discussion, il va dire comment je fais pour le trouver, comment je fais pour le reconnaître. Puis Bami va grosso modo lui dire, ça t'appartient, il faut que tu trouves la solution toi-même. Et on aura une série de rêves que Jacob va faire, au cours desquels il va trouver qui est son dénicheur. Puis finalement, il va se rendre compte que son dénicheur, c'est un lion. Ça s'appelle le lion de Jacob. Vous l'aviez probablement deviné. Jacob va subir son intervention chirurgicale et pendant qu'il est en train de subir son intervention, il va être plongé dans un univers vraiment épeurant. Donc, un univers où on peut comprendre là, à la lecture qu'il est entre la vie et la mort et son dénicheur va venir l'aider à trouver le parcours pour revenir de son opération. Je vous montre quelques pages intérieures parce que vraiment, on est dans un univers qui est entièrement symbolique, qui est expressif. On doit suivre l'histoire de Jacob avec beaucoup d'attention. Puis, à un certain point, Jacob et son lion sont en grand danger et il y a une tortue qui va arriver comme ça. Et la tortue va les ramener en sécurité. Dans les conversations qu'il avait eues avec Bami, Jacob lui avait demandé si elle avait eu besoin de trouver son dénicheur, puis elle lui avait répondu que oui, elle avait eu besoin de le trouver, mais qu'elle ne lui dirait pas quel était son animal. Et à la fin de l'album, on se retrouve à Noël, donc il y a du temps qui a passé. Jacob est remis de sa maladie et il reçoit une boîte, une petite boîte. Jacob l'ouvrit et à l'intérieur se trouvait un galet. Sur celui-ci était écrit « En souvenir de moi, ce galet provient de mon endroit à moi. Avec amour, Bami. » Et on comprend donc que quelque part dans cet univers-là, Bami est venu à la rescousse de Jacob. Donc, vous voyez, hein, on est dans un album qui est très onirique, très, je dirais même
imaginaire et avec donc beaucoup d'implication de la part du lecteur. Le lecteur doit s'impliquer pour être capable de saisir chacun des univers dans lesquels on se promène. Comme je vous le disais, c'est probablement dans l'ensemble des livres celui qui est le plus long, avec le plus de textes, mais vous allez avoir d'autres ouvrages qui permettent aussi de voyager dans des univers imaginaires, des ouvrages plus courts. Ce sera le cas, entre autres, de l'album Le Jardin invisible de Valérie Picard, qui est illustré par Marianne Ferrer. J'espère que vous aimez beaucoup l'œuvre de Marianne Ferrer. Personnellement, je trouve qu'elle est magnifique. On la verra souvent dans le corpus des éditions Monsieur Ed. D'ailleurs, il y a des données bibliographiques qui nous explique la rencontre entre les deux. Il faudrait que je la retrouve, mais il y a un des ouvrages, je pense que c'est dans le livre Jour d'orage, ici, qui est de Marianne Ferrer. Je pense que c'est dans lui que dans les données de catalogage, on peut lire. C'est dans un petit café de la rue Laurier qu'est née cette improbable amitié entre Marianne Ferrer et Valérie Picard. Valérie Picard, c'est l'éditrice de la maison. Elle est aussi autrice de plusieurs des livres que je vais vous présenter. Entre elles, le courant passe. De temps en temps, Marianne rend visite à Valérie et lui laisse un manuscrit. C'est ainsi que Chien électrique, devenu plus tard Jour d'orage, atterrit sur la table de travail de cette dernière. Avec l'aide d'Alizé Goulet, Valérie s'empressa de le relire, de la noter, etc., etc. Donc, on a des fois un petit peu de l'histoire de création des ouvrages qui sont dans les données de catalogage. Alors, c'est savoureux, ça nous permet d'en savoir un peu plus, d'entrer dans les coulisses de la création des livres. Donc, j'allais vous présenter Le Jardin invisible, qui est un livre de Valérie Picard et de Marianne Ferrer, puis un ouvrage très court en matière de mots, où il y a très peu de texte, mais énormément d'imaginaire. Alors, on commence comme ça. Une ville, une voiture, un pont, une voiture qui sort de la ville. C'est encore loin? Une maison dans la forêt. Ah, enfin arrivé. Joyeux anniversaire, grand-maman. Et là, tous ces adultes, avec cette petite fille au milieu, et les adultes qui lui disent Ariane, et si tu allais jouer dehors? Hein? Un peu pas t'occuper, là. Nous autres, on est entre adultes, là, on veut se retrouver entre adultes. Et là, Ariane se retrouve dans le jardin. Je vous rappelle le titre, hein, Le Jardin invisible. Et elle va s'allonger dans l'herbe. Qu'est-ce qui arrive hein, quand on s'allonge dans l'herbe? On en vient à être à la hauteur des insectes. Tiens, un caillou. Et là, elle est encore plus grande que les insectes, mais ça ne sera pas long. Regardez, tout à coup, oh, elle se retrouve dans cet univers-là, ce monde, le monde du jardin. Hé, attendez-moi! Et elle va poursuivre les insectes et vivre avec eux des aventures, voler sur les akènes des pissenlits. Mais où sont-elles passées? En avant toutes! Voler avec les libellules, avec les papillons. Au revoir, les amis! Alors, vous voyez, hein, très, très peu de texte, beaucoup d'images. Regardez ici. Elle découpe le sommet de la montagne pour le prendre entre ses doigts. Donc, toutes sortes de jeux qu'on peut faire hein, quand on est dehors. Regardez la perspective avec nos doigts, lancer le chemin, le dessus de la montagne pour faire des ricochets sur l'eau. Et ainsi de suite. Donc, vivre cette aventure jusqu'à temps qu'elle se retrouve dans l'espace, hein, dans le cosmos, qu'elle chasse les étoiles filantes et tout à coup, elle s'endort dehors. Hop, il y a quelqu'un d'autre qui sort. Ariane? À bientôt, les dinosaures. Elle avait vu des dinosaures dans une des parties de son histoire. Et on rentre à la maison en laissant comme seule trace les constellations. Alors, c'est ça, quand je vous dis des ouvrages qui nous poussent à plonger dans l'imaginaire, c'est des livres que si on veut les lire devant une classe, il faut les raconter, il faut pointer, il faut faire parler les élèves, il
pour leur demander si eux, quand ils jouent, à quoi ils jouent, s'ils se retrouvent seuls, qu'est-ce qui les intéresse dans la nature, ce qu'ils vont rencontrer. C'est des livres aussi, si vous faites l'école de la nature, qui peuvent être vraiment des introductions très intéressantes à des activités à l'extérieur, parce que c'est un peu ça, c'est le même principe un peu que l'école de la nature, c'est-à-dire se retrouver dehors, observer l'environnement, puis à partir de ce qu'on observe, trouver des jeux, faire appel à son imaginaire pour jouer avec ce qui est autour de nous. Un autre ouvrage que je vais vous présenter, c'est une autre sorte de visite imaginaire. Celle-ci, je vous dirais presque un voyage à l'intérieur de soi avec Félix en deux temps. C'est un album de Maddalena Moniz. Et vous voyez, j'ai mis la petite pastille, on a une petite pastille à l'écoute. Donc, à l'écoute, c'est une initiative, c'est une série de balados qui a été faite par La Puce à l'oreille. Si vous m'avez déjà entendu faire des présentations de livres, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de La Puce à l'oreille. Donc, La Puce à l'oreille a travaillé en collaboration avec plusieurs maisons d'édition pour faire des balados. Ce sont des balados informatifs qui sont complémentaires aux ouvrages littéraires. Je n'avais pas prévu le faire, mais je vais prendre le temps d'aller vous montrer sur le site web c'est à quel endroit parce que c'est vraiment intéressant. Là, même si vous avez déjà les ouvrages, vous pouvez aller chercher les balados. Puis sinon, ben, vraiment intéressant de savoir qu'il y a des compléments sur le site de la puce à l'oreille pour compléter les ouvrages que vous avez déjà. Donc, je vais faire balado à l'écoute. Vous auriez pu juste scanner le code QR qu'il y avait sur le livre aussi. Et vous avez comme ça, donc, des balados qui ont été faits en lien avec plusieurs maisons d'édition, dont Monsieur Ed. Puis là, si on va voir, entre autres, celui que je suis en train de vous montrer, Félix en deux temps. Tantôt, on a vu Abécédaire, donc vous avez un balado complémentaire, Félix en deux temps. Et vous avez un balado documentaire dont la thématique est le pouvoir de l'imaginaire, qui est en complément de l'album. Donc, on peut écouter le balado sans avoir lu l'album, on peut lire l'album sans écouter le balado, mais c'est qu'à partir de ce balado-là, on s'est dit, ah ben, l'imaginaire, c'est un sujet vraiment intéressant qu'on pourrait exploiter, puis on est allé créer un balado à partir de ça. Le texte du balado, si vous avez déjà suivi nos présentations dans les journées pouce carré, vous avez assurément rencontré ma collègue Charlotte. Le texte de ce balado-là est écrit par Charlotte. Donc, auparavant, Charlotte travaillait avec La Puce à l'oreille. Donc, c'est elle qui a créé le balado de l'histoire Félix en deux temps. Puis ici, vous avez le lien d'écoute. Vous avez aussi des fiches pédagogiques pour les profs et pour les élèves à télécharger. Donc, ça vaut la peine d'aller voir sur ce site-là, puis les balados complémentaires. Maintenant, ben, l'album, de quoi parle-t-il, l'album? On va parler des pouvoirs de l'imaginaire, mais de quoi parle-t-il, cet album-là? Alors, Félix en deux temps. Je vous montre, je vous lis les pages intérieures. Félix et Élie sont amis depuis leur tout premier rêve. Là, vous avez toujours un personnage rouge, un personnage bleu. Félix est toujours indécis. Élie n'a peur de rien. Félix aime les histoires d'aventure. Élie vit les histoires que lui raconte Félix. Félix aime faire des bateaux en papier. Élie veut piloter de grands navires. Félix manque de confiance en lui. Élie plonge sans hésiter. Donc, vous allez toujours avoir comme ça. Félix fait ceci, Élie fait cela. Félix, on découvre que c'est un garçon peut-être un peu plus craintif, plus en contemplation. Élie, c'est un petit garçon qui est dans l'action, qui agit, qui n'abandonne jamais. Élie, surtout, n'abandonne jamais Félix. Félix est timide. Élie se fait facilement des nouveaux amis. Élie gagne toutes les courses. Toujours Élie qui gagne les courses. Félix et Élie parlent pendant des heures. Je vous amène vers la fin. Ils ne voient pas le temps passer. Félix croit qu'ensemble, ils peuvent tout faire. Élie a confiance en Félix. Félix est fatigué. Élie aussi. Puis là, on a encore nos deux personnages. Et regardez la prochaine page. Ça se termine comme ça sur une page sans texte. Et cette page,
ne présente qu'un personnage, Félix, qui est habillé en bleu. Ici, vous pouvez voir, il y a un vêtement rouge. Et ça se termine comme ça. Alors, quand je vous parlais de livres qui ont parfois besoin d'une deuxième lecture, d'une analyse, dans les pages de garde, il y a un texte qui nous indique. Le titre original en portugais, João Timoniero, a été inspiré par le mot timonier. Ce mot nous vient du latin. Le timonier est aux commandes du gouvernail. Il pilote le navire. C'est lui qui a le courage de faire le premier pas, d'ouvrir la voie et d'inspirer les autres. Puis ensuite, on revient au titre. Le titre, c'est pas Félix et Élie, c'est Félix en deux temps. Puis si on revient à la première page, Félix et Élie sont amis depuis leur tout premier rêve. Alors, en relisant l'ouvrage, tout nous porte à croire que Félix et Élie sont le même personnage. Se rencontrent-ils dans les rêves? Peut-être. Est-ce que c'est pas la part de Félix? Est-ce qu'Élie est probablement la part de Félix qui est complémentaire, qui lui ressemble, celle qui voudrait avoir du courage? Donc, c'est un ouvrage qui nous permet vraiment d'échanger avec les jeunes, de parler de qui ils sont, de ce qu'ils voudraient être, de ce qui serait complémentaire à eux. Est-ce que deux amis sont toujours pareils aussi, ils sont complémentaires? Donc, c'est vraiment un livre qui va parler je l'ai mis dans la section voyage imaginaire parce qu'on est dans l'imaginaire où on a un ami imaginaire, finalement, un alter ego imaginaire, mais on aurait pu aussi le mettre dans les relations interpersonnelles, par exemple, parce que c'est une relation avec soi-même, finalement, qui est exploitée par là. On aurait pu aussi le mettre dans mon corpus de livres sur les émotions, parce qu'on parle du courage, on parle de toutes sortes d'émotions que vivent les deux personnages. Et bien, imaginez en complément de ça, vous avez un balado qui aborde la thématique de l'imaginaire, donc cette partie de nous qui nous amène en voyage. Donc, c'est vraiment des ouvrages qui vont être complémentaires, là, le balado et l'album littéraire. Je regarde le temps qui file. Je voudrais vraiment avoir le temps de parcourir plusieurs des sujets que j'avais choisis, mais je vais quand même vous en présenter un dernier dans la collection, dans ma thématique imaginaire. C'est un texte de Susan Hugh, illustré par Marianne Ferrer. Et je vous le présente parce que celui-ci a une différence par rapport aux autres. Ça s'intitule Carmen et la maison sauvage. Et donc, c'est inspiré d'un bâtiment ayant véritablement existant véritablement et d'un architecte ayant véritablement vécu. Alors, d'ailleurs, dans les données de catalogage, on a de l'information qui va nous être donnée. On nous explique ceci. C'est dans la ville de Barcelone que se trouve la majorité des créations d'Antonio Gaudí. Afin de s'inspirer de l'œuvre de l'architecte, l'équipe de M. Ed s'est rendue sur les lieux pour travailler ce titre. C'est sur le grand parc du Banguel que Catherine Chiasson s'est assise, café à la main pour faire la traduction. Valérie Picard examina le manuscrit avec soin pour s'assurer de l'exactitude de la poésie du texte du haut de la tour Jude de la Sagrada Familia. Lise Duquette choisit le confort d'un des appartements de la Casa Mila pour en faire la révision. Malheureusement, l'équipe de diffusion n'a pas pu les suivre car elle devait rester au Québec pour distribuer le livre dans les librairies. Fait qu'encore une fois, on va faire appel à l'univers du livre pour parler des données de catalogage. Sont-elles véritablement allées à Barcelone? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça restera toujours un mystère. À la fin du livre, vous avez une note de l'autrice qui parle de la Casa Batlló, qui est la maison qui est mise à l'honneur dans cet ouvrage-là. Et vous avez une photo de la Casa Batlló. Donc, vous avez compris que ça parle d'une maison qui a été, ben, pas construite, mais disons adaptée, qui existait déjà puis qui a été revue, réadaptée par Antonio Gaudí. On dit que cette maison-là, elle a été achetée par la famille Batlló. Et dans la famille Batlló, il y avait une jeune fille qui s'appelait Carmen. Carmen habitait à la campagne et quand elle a appris qu'elle devait déménager en ville dans une nouvelle maison, elle n'était pas du tout réjouie. Donc, les Batlló venaient d'acheter une maison dans la rue la plus luxueuse de Barcelone. Le célèbre architecte senior Antoni Gaudí avait accepté de la rénover. Depuis, sa sœur se vantait qu'ils habiteraient la maison la plus originale de toute l'Espagne. Son frère, Juan, débordait de joie à l'idée de déménager en ville, mais Carmen, elle, s'inquiétait. Et Carmen a un animal de compagnie. Regardez, cet immense animal, une immense salamandre. C'est pour cette raison-là que je l'ai placé dans l'imaginaire, hein, parce que ce personnage imaginaire-là va être vraiment important
dans l'histoire et pour réconforter Carmen. Donc, on va voir que le père va rencontrer Gaudi. Ils vont déterminer ensemble de la maison qui sera créée. Et cette maison-là, Carmen va être amenée à aller la visiter. Et la caractéristique principale de la maison, c'est qu'elle n'a aucun angle droit. Toutes ses formes sont, l'œuvre de Gaudi, elle est très organique. Toutes ses formes sont organiques, sont arrondies. Et donc, Carmen va voir l'évolution du chantier avec son père et avec Gaudi. Et ce qu'on va regarder, je vais vous montrer le plan ici qui est reproduit. On voit qu'il n'y a aucune forme droite. Tout est en rondeur avec des angles ronds. Et plus elle va visiter la maison, plus Carmen va s'y intéresser puis va se dire que peut-être finalement, elle pourrait aimer ça habiter à Barcelone. Et là, c'est là que la fiction rencontre la réalité, c'est qu'on a décidé de donner à Gaudi, de prêter l'intention à Gaudi d'avoir créé le toit de la maison Batelot. Je vous le représente à nouveau ici. Je vais vous le montrer de plus proche. Dans l'histoire, on dit que Gaudi a créé ce toit pour représenter la salamandre que Carmen a dû laisser derrière elle, donc pour que sa maison soit protégée par son animal de compagnie imaginaire. Alors, comme si Gaudi avait senti la détresse de Carmen puis avait créé ce toit grâce à elle. Ce qu'on nous explique dans la note de l'autrice, c'est en vérité, là, pourquoi Gaudi a construit le toit de cette façon-là, on n'a pas la réponse exacte, mais on peut bien rêver que ce soit pour faire plaisir à la jeune fille et que ça lui rappelle son animal. Alors, voici pour Carmen et la maison sauvage. Puis c'est une forme d'imaginaire aussi de revisiter un peu l'histoire, de revisiter le passé pour donner certaines intentions, certaines raisons à des événements qui se sont passés par le passé. Je vais poursuivre donc avec le deuxième groupe de livres. Cette fois-ci, on s'en va dans celui qui porte sur les émotions et le deuil. Et tiens, je vais commencer probablement avec le livre qui représente le mieux la catégorie, mais qui est peut-être aussi le plus foisonnant en information. C'est un livre qui a besoin d'être lu et relu, qui est bourré de symboles, mais d'une façon, je dirais, plus folle que tout à l'heure, le lion de Jacob. C'est un livre qui est plein de symboles, mais avec une sorte de gravité quand même, hein, un sérieux. Là, ici, pouf, on tombe dans l'imaginaire déjanté. Et tout ça, ben, c'est dans le livre Tristan ou l'ennui avec les pissenlits. C'est un livre de Valérie Picard qui est illustré par Audrey Malo. Si vous avez déjà vu le livre Tête de tétard, c'est également des illustrations d'Audrey Malo. On y reviendra tout à l'heure. Tristan ou l'ennui avec les pissenlits. Alors, je vous présente Tristan. Il se promène, il voit un trou, il regarde par le trou. Wouhou, il y a quelqu'un? Puis là, regardez, bouffé par le trou. Aïe! Oui! Ouch! Tristan se retrouve dans un univers plein d'objets, plein de personnages et il tombe par un trou coloré. Puis là, il entend Bouhouhou! Il décide d'aller voir. Là, il voit plein de personnages. Regardez tous les personnages. On dirait qu'ils partagent tous la même émotion, hein? Et arrive avec ce grand personnage-là qui pleure. Salut, je peux m'asseoir? Pourquoi tu pleures? J'ai fait une tarte au Mookie. Sniff, mais je n'ai personne avec qui la partager. Sniff! Si tu veux, je pourrais en manger avec toi. Oh oui, ça me ferait tellement plaisir. 5 minutes et 33 secondes plus tard. Alors, je lui ai répondu poulet! Mildred, je suis ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi, Tristan. Tu sais, c'est la première fois que je goûte au Mookie. Ta tarte était vraiment délicieuse. Puis là, tombe dans un trou. Oh, délicieuse! Pouf! Nouvel univers. Là, vous avez remarqué, vous avez compris l'émotion, hein, la tristesse ici. Univers rose, puis là, il y a un signe, je vous laisse deviner hein, dans quel univers on arrive, l'univers de l'amour. Et là,
on a toujours notre Tristan qui se promène. Tristan va se promener comme ça de l'univers d'une émotion à l'autre. Et il va rencontrer au fil de l'image plein de petits personnages. Chacun des personnages est une représentation différente de l'émotion qui est mise de l'avant. Par exemple, ici, dans l'émotion de l'amour, ça peut être un amour qu'on a l'impression d'être plus maternel, de l'entraide ici, deux personnages très différents les uns des autres. Donc, on va avoir comme ça toutes sortes de représentations de la même émotion. Donc, Tristan se retrouve dans le monde de l'amour et il va se retrouver avec une espèce de petit lutin et son animal de compagnie. Puis là, il dit, vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. C'est Hercule, mon meilleur ami. Avec lui, je ne me sens jamais seule. Puis là, il se dit jamais seul. Il aimerait ça, lui aussi, avoir un Hercule. Là, tout à coup, quand Tristan se met à vouloir avoir un Hercule, regardez, il y a un personnage vert qui arrive. Le personnage vert l'emporte. Où pensez-vous que le personnage vert va amener Christian? Au monde de la jalousie. Ensuite, après la jalousie, l'envie, Tristan va découvrir la peur. Là, on comprend vraiment par la couleur, hein, le monde effrayant avec les araignées. Ensuite, on va repartir, puis se retrouver dans un monde un peu plus étrange, un peu plus varié, disons. Et donc, de monde en monde, on va se retrouver avec la joie, on va se retrouver après ça avec l'impatience. Et Tristan va chercher la sortie. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de voyager dans tous ces mondes-là. Alors, il se retrouve dans la sortie, puis regardez, là, son émotion devient très difficile à gérer. Il y a peur, il y a de la peine, il y a toutes sortes d'émotions mélangées. Puis là, il dit, oh non, ça recommence. Et une idée de génie. Et si je inspire, 1, 2, 3, expire. Et là, regardez, en expirant, devient transparent, comme un pointillé. Et revient dans le monde d'origine. Alors, Tristan a découvert une stratégie pour s'autoréguler avec les respirations. Il va dire, enfin, j'ai réussi. Puis, le verre revient. Oh, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il va se laisser faire? N'y pense même pas. Tu ne m'auras pas cette fois-ci. Inspire et expire. Puis là, regardez, il voit quelqu'un auprès du trou. Youhou, il y a quelqu'un? Il dit, si j'étais toi, je compterais jusqu'à 3. Si j'étais toi, je compterais jusqu'à 3. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Puis, je t'aurais prévenu. Et là, c'est l'autre personnage qui se fait engloutir. Alors, c'est comme si Tristan, hein, se retrouve pris dans un tourbillon d'émotions et va réussir à gérer ses émotions grâce aux respirations avec une sorte de méditation, on pourrait dire, ou de même, on pourrait aller parler de méditation pleine conscience avec les jeunes par rapport à cet ouvrage-là. Donc, il est foisonnant d'informations, ce livre-là. Il y a plein de détails dans l'illustration. Nous, comme adultes, quand on lit, on est habitué de lire les mots. Les enfants vont passer beaucoup de temps à regarder les illustrations, à définir ce qui se passe entre les personnages. Donc, eux vont vraiment aller lire l'image. Je continue ma visite dans l'univers des ouvrages sur les émotions avec un album récent, celui-ci paru très récemment, de Noémie Vola, qui s'appelle « Si tu pleures comme une fontaine ». Et là, vous savez, des fois, on est triste, on a de la peine, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure tellement, on se dit: «Je pourrais remplir ma baignoire avec mes larmes». Bien, tous les personnages que vous allez rencontrer ici sont dans cette situation. Ils ont tous des larmes très abondantes. Regardez même en 4e de couverture, vous avez tous ces personnages qui pleurent puis qui sont en train de remplir un petit étang où, le ver de terre se baigne. Donc lui, il est bien tranquille. Il a sûrement fini de pleurer. Si tu pleures comme une fontaine. Hé, on peut pas commencer le livre comme ça. Tu dois sourire, au moins au début. Si tu as l'air triste, tout le monde va s'inquiéter. Ah, c'était tellement une incitation des fois. Il faudrait pas que tu aies l'air triste, faudrait pas que tu aies l'air d'avoir de la peine. Mais non, ne pleure pas, s'il te plaît, retiens tes larmes.
Ah, je sais, essaie de penser à quelque chose de joyeux. Dans un, deux, trois. Oh non, quel désastre! Arrête, sinon tu vas inonder le livre. Si tu continues, tu risques de te noyer. Ah, à ta place, j'enfilerais une bouée de sauvetage. Ou tu pourrais te faire bronzer sur le dos d'un crocodile pendant que le soleil sèche tes larmes. Ça va un peu mieux maintenant? Oui. Bien, parce que ça sert à rien de pleurer ainsi. Ça ne sert à rien? Ça sert à rien! Pas vrai, j'ai encore oublié mon parapluie. Oh là là, il recommence. Je voulais dire qu'il y a des millions de raisons de pleurer, mais il faut pleurer mieux. Pleurer mieux? Mais oui, si tu pleures comme une fontaine, les pigeons seront heureux et tu auras plein d'amis. Tes yeux coulent et ton ventre gargouille. Allume la cuisinière et pleure jusqu'à ce que le chaudron soit bien rempli. Dès que tes larmes commencent à bouillir, ajoute des pâtes. Tu n'auras même pas besoin de sel. Quand tu pleures dans le salon, verse un peu de nettoyant et le plancher brillera. C'est impossible de rester triste en lisant toutes les options de ce qu'on pourrait faire avec nos larmes. Les larmes aident aussi à rester propre. Alors, pourquoi pas pleurer sur sa brosse à dents? Et à laver ton chien. Lave ton chien avec tes larmes. Donc, vous avez comme ça une série d'idées. On peut faire avec nos larmes de la pâte à sel. On peut même éteindre des incendies, hein, même des très gros incendies. Regardez le boyau d'arrosage, c'est notre pleureur de tantôt. Mais est-ce que tout le monde pleure? Mais oui, tout le monde pleure. Les policiers, les super-héros, les rois, les joueurs de soccer, les fourmis, les étoiles, les chiens, les petits pois et même les roches. Les roches? Oui, quoique personne n'a jamais vu de roches pleurer. Il faut dire qu'elles sont très douées pour se cacher. Ah, je savais pas. Il n'y a pas de honte à pleurer, c'est un langage universel, encore plus fort que les mots. Savez-vous où est la gare? Alors, ne t'en fais pas. Si jamais tu pleures quand tu es loin de chez toi, on te comprendra toujours. Vous reconnaissez probablement ici petit personnage qu'on a déjà vu, hein. Alors, une licorne qui pleure en faisant un câlin à E.T. Quand même, je ne pensais pas voir ça dans un album jeunesse un jour. Si les larmes n'existaient pas, les grenouilles exploseraient. Parce qu'elles se vident en pleurant, bien sûr. Les rivières s'assécheraient, les nuages deviendraient de plus en plus gros et les fermiers se mettraient en colère. Allez, pleure, sinon je te raconte l'histoire la plus triste du monde. Pleurer aide aussi à faire pousser les poires. Et avec des poires, on peut faire de la confiture. Incroyable, non? Confiture de poires, 100% fruits et larmes. Tu veux une collation? Et finalement, tu es triste parce que le livre est déjà fini? Moi aussi, j'ai de la peine, c'est normal, les livres ont toujours une fin, comme les pots de confiture. Zut, il n'y en a plus. Mais les larmes, elles sont infinies, heureusement, car ainsi, il y aura toujours des piscines. Alors, un album très amusant sur les larmes, quand on a, tu sais, sur l'expression aussi, pleurer comme une fontaine ou pleurer comme, on dit pleurer comme une madeleine, on pourrait revenir avec cette expression-là aussi, mais pleurer on peut même rire aux larmes, je pense, avec cet album-là. Mais donc, un album autour de la tristesse, une belle façon aussi d'aborder ce sujet-là avec les enfants. Le sujet des émotions et de la tristesse. Je vous avais mentionné également qu'il y a des ouvrages dans ce corpus-là qui abordent la question du deuil. Alors, on va aborder ce sujet un peu plus sérieux maintenant avec différents albums. Un de ceux-ci, un album que je trouve vraiment intéressant pour parler du deuil avec les enfants, c'est un album qui va parler du deuil, mais non pas le deuil d'un humain, non pas le deuil d'un animal, c'est souvent les thématiques qu'on voit, mais le deuil d'un arbre. Et je trouvais qu'à la fois, euh, pour son propos écologique, je dirais, pour son propos sur la nature, ce qui nous entoure, mais aussi sur le fait de pouvoir aborder la question du deuil avec une certaine distance, avec une distance qui est moins impliquante. Je trouvais que l'album était très intéressant. C'est un album d'Hélène de Blois, illustré par Émilie Leduc, qui s'appelle La plus haute branche. Alors, on va découvrir ici un petit personnage et un arbre.
Un arbre monstrueux s'élève dans ma cour. Il est vieux comme le monde et fait 2 fois la taille d'un diplodocus. Mon petit frère a peur de lui. Il fuit son ombre et préfère jouer au soleil devant la maison. Moi, je suis bien auprès de mon arbre. Je peux passer des journées entières entre ses grands bras tordus tout effilochés. Et là, la petite fille nous raconte qu'elle grimpe dans l'arbre. Dans l'arbre, il y a un nid avec un œuf abandonné. Alors, dans ce nid, elle va placer une coquille d'escargot et un fossile qu'elle a trouvé et qu'elle aime. Ça devient vraiment son refuge. Je progresse doucement. Elle est en train de grimper dans l'arbre. Je progresse doucement pour ne pas effrayer les oiseaux. Je ne voudrais pas non plus écraser des fourmis. J'en croise souvent marchant à la queue leu-leu sur l'écorce rugueuse, formant de longues autoroutes qui semblent conduire jusqu'au ciel. Je m'amuse à leur donner des noms. Lily, Loulou, Rose, Nico, Mauve, Violette, Prune. Au bout d'un moment, je m'arrête. Les fourmis sont comme les étoiles. Il n'y a pas assez de mots sur la terre pour toutes les nommer. Dans l'arbre, elle va aussi découvrir les écureuils, hein, qui partagent l'arbre avec elle, des jeunes écureuils qui font des cascades. Elle continue à monter et voici ce qu'elle voit lorsqu'elle est tout en haut de l'arbre. Là-haut, mon regard s'envole vers l'horizon. Il plane au-dessus des maisons qui se répètent à l'infini, avec leurs toits rouges et leurs pignons, leurs piscines, leurs clôtures, leurs cabanons, avec de temps à autre un chien fou qui tourne en rond pour attraper sa queue. Gare à vous, d'où je suis, rien n'échappe à mon œil aguerri. Justement, voilà Madame Simone qui se fait bronzer dans sa cour. Je vois aussi mon ami Olivier qui donne des pissenlits à son lapin et Monsieur Joly qui sort de son cabanon, un arrosoir à la main. Celui-là n'aime pas du tout mon arbre. Il dit qu'il attire les chenilles et les araignées et qu'il fait de l'ombre dans son jardin. Une ombre monstrueuse qui empêche ses tomates de pousser. Ah, les chicanes entre voisins. Et donc, elle va avoir cette petite cabane, ben, ce petit lieu dans son arbre qu'elle aime investir de sa présence. Tout un univers aussi qu'elle va s'imaginer autour de son arbre. Et puis, elle a inventé une légende autour de son arbre parce que son arbre, hein, était là à l'époque préhistorique, selon elle, hein, avec son large tronc et puissant, avec son tronc large et puissant et ses racines plus profondes qu'un puits, il était déjà très impressionnant. Rien ne pouvait l'ébranler, même pas les tigres géants qui passaient près de l'arbre. Donc, elle a tout un univers qu'elle a imaginé. Perchée tout en haut dans le ciel, la lune se lamentait. Quelle tristesse, soupirait-elle en regardant pas. Pauvre lune! Malgré la multitude d'étoiles qui brillaient autour d'elle, elle se sentait bien seule. Elle aurait tant voulu offrir un peu de sa lumière et de sa douceur. Et la lune aurait pleuré et fait pousser l'arbre qui est devenu son grand arbre aujourd'hui. Une autre bonne chose qu'on peut faire si on pleure comme une fontaine, hein, si on est une lune qui pleure comme une fontaine, faire pousser des arbres. Mais donc, un jour, elle redescend en bas de l'arbre et son père lui dit: ton arbre est malade, il faut l'abattre. Interdit de monter à nouveau dans l'arbre. Et donc, les gens vont arriver avec les scies, couper l'arbre. Et lorsque l'arbre est coupé, elle va effectivement constater qu'il était creux en son centre. Effectivement, un arbre qui est creux en son centre, bien, ça peut représenter un danger s'il y a des vents trop forts ou s'il peut tomber sur la maison, peut tomber sur les gens. Et elle va se retrouver donc avec l'arbre et la grande tristesse que cet arbre soit disparu. Elle va dire: mon arbre n'est plus. Il gît sur le gazon en pièces détachées, scié, tronçonné. Son ombre a disparu. Les oiseaux sont partis. Ils ne reviendront plus. Je voudrais m'enfuir, moi aussi, courir jusqu'à perdre haleine et cacher ma peine dans le pelage doux d'un chien fou. Mais je reste là, les jambes tremblantes, incapable de détacher mes yeux du désastre. Autour de moi, je ne vois que des débris. Une tonne de bûches à ramasser. Voilà ce qu'il reste de mon arbre, une tonne de bûches et des milliers de branches cassées, éparpillées. Des flocons de bois répandus par millions comme des confettis. Et au milieu de ce naufrage, tel un œil de cyclope, une souche immense, monstrueuse. Elle va essayer de compter les anneaux pour voir l'âge de l'arbre, mais c'est si serré qu'elle n'arrive pas à compter. Puis regardez, je pense qu'on peut se passer de mots ici. Mais au travers des branches, voyez ce qu'elle voit, qu'elle va trouver au travers des bûches. Une pousse au pied de l'arbre.
et elle va créer un petit abri pour protéger la pousse. Soudain, mon cœur bondit. Mon ami n'est pas mort. Je l'ai reconnu. Il est en train de renaître ici même, à 2 pas de la souche. Je dépose des bûches autour de lui pour le protéger. Il est encore si fragile. J'essuie mes larmes. Dans ma cour, un joli arbre monstrueux va pousser, pousser, pousser. Je l'imagine déjà. Je l'imagine grand déjà, imposant et majestueux, gardien de mes secrets et de mes trésors. Je me vois escalader ses longues branches et monter plus haut, toujours plus haut jusqu'au ciel. Au loin, j'entends le chant des oiseaux. Maintenant, j'en suis sûre, ils reviendront. Je m'assois près de mon arbre et j'attends. Je le regarde grandir. Oh, je sais bien, cela ne se fera pas en un jour. Il lui faudra des années, ce minuscule bout de vie avant d'être géant. Mais je ne suis pas pressée. Je suis comme la lune. J'ai tout mon temps. Et puis maintenant, ben, on peut la retrouver adulte avec ses enfants à grimper dans l'arbre qui est redevenu majestueux. Donc, il y a cet espoir aussi, hein. C'est le deuil, mais c'est aussi l'espoir que l'arbre va renaître. Puis c'est aussi l'idée d'aborder le cycle de la vie avec les jeunes. Donc, ben, était mort à l'intérieur, mais il a donné naissance à un nouvel arbre grâce à un gland probablement qui est tombé au sol. On a un autre album également chez Monsieur Ed qui va nous permettre d'aborder la question du deuil, le deuil d'un ami. On pourrait même parler ici du deuil d'un animal de compagnie. L'album d'Aurélien Galvan s'appelle Coco, où es-tu? Donc, un album qu'on va pouvoir aborder même avec les tout petits. Et c'est l'histoire de Coco, une petite éléphante. Et elle est triste. Ce matin, la maman de Simone lui a préparé son déjeuner favori, mais Simone n'a envie de rien. Ce matin, Simone s'ennuie de son ami. Sa maman lui a dit que Coco s'est envolé, qu'il est parti si loin et si haut qu'il ne reviendra plus. Elle va sortir avec ses frères faire une marche en forêt, mais elle n'a toujours envie de rien. Sa mère essaie de lui changer les idées, hein. Ce chêne est gigantesque, il doit bien avoir 100 ans. Oh, t'as vu là-bas tes fleurs préférées? Le chêne, on pourrait faire un lien avec la plus haute branche qu'on vient de lire. Mais regardez, Simone, elle a toujours pas envie de jouer avec ses frères et sœurs, qui essaient quand même de la consoler. Alors, sa maman va lui dire, elle va demander à sa maman, Maman, tu es sûre que Coco ne reviendra plus? Je crois qu'il est parti pour toujours. Il est allé vivre ailleurs, dans une fleur? Ça lui ferait une jolie maison, tu ne trouves pas? Je pense que Coco serait heureux de vivre dans une fleur. J'ai une idée. Je vais regarder dans toutes les fleurs. Peut-être que je trouverai sa nouvelle maison. Bonne idée, Momo, mais ne t'éloigne pas trop. D'accord, maman. Et donc, elle va partir Coco, Coco. Puis tout à coup, elle entend Simone! Coco, c'est bien toi? Je suis si contente, je t'ai cherché partout. Vas-tu revenir à la maison? Je ne peux pas, c'est ici que je vis maintenant, ici. Viens, je vais te montrer. Et Coco va l'amener visiter cet univers. On aurait pu le mettre dans les voyages imaginaires, hein, cet univers dans lequel il évolue, un monde complètement merveilleux, avec des dinosaures, des espèces animales variées, des amis et des fêtes foraines, des gâteaux. Attendez, attendez. Ah, des champs de tournesol. Magnifique. Les gâteaux, c'est ma page préférée. Des gâteaux sur lesquels on peut grimper et dans lesquels on peut plonger dans un gâteau. C'est un vrai rêve. Et donc, Simone et Coco vont passer une journée ensemble. Je pourrais même dire une dernière journée, jusqu'à temps que Simone entende sa mère l'appeler. Simone, Simone, maman m'appelle, je dois y aller. Au revoir, Simone. Rappelle-toi que même si tu ne me vois pas, je veille toujours sur toi. Au revoir, Coco. Je ne t'oublierai jamais. Simone, où es-tu? Il est temps de rentrer. Je suis là, maman, j'arrive. J'étais avec Coco. Tu l'as trouvé? Oui, il vit dans la plus belle maison dans le plus beau des villages du monde entier. Eh bien, il est très chanceux, Coco. C'est le plus chanceux de tous les oiseaux. Là où il vit, il y a plein d'animaux, des tournesols géants et des maisons dans les arbres. Quelle belle journée! Rentrons maintenant. Alors, Simone, elle a retrouvé pas mal de joie, hein. Maman, regarde des belles fougères. Ça sent bon.
Et le soir, que fais-tu, Simone? T'es en train de dessiner. Je pense à Coco. Maman, tu te souviens quand Coco chantait pour nous réveiller le matin et quand il avait marché sur mon gâteau d'anniversaire? Et la fois où tu lui avais fabriqué un petit chapeau? Oui, je m'en souviens, ce sont de beaux souvenirs. Garde-les précieusement. Et Simone s'endort avec son dessin de Coco. Donc, quand vraiment le deuil animalier, le deuil d'un animal de compagnie, ça peut être très, très prenant pour les jeunes qui aiment leurs animaux de compagnie et qui vivent ces pertes-là, ces pertes tragiques pour les petits-enfants et pour les adultes aussi. Puis, je continue avec des ouvrages qui vont nous présenter des relations humaines, que ce soit des relations amicales ou des relations familiales. Donc, j'ai 2 ouvrages qui pourraient être intéressants, entre autres dans des situations de nouveaux élèves qui arrivent à l'école, un peu pour présenter soit comment se sent le nouvel élève et aussi comment on devrait agir envers le nouvel élève. On a Le Sceau de David d'Alan Wu et Cathy Murray, qui va comme suit. J'ai quelqu'un à admettre dans la salle. Voici. Alors, c'était la première journée de David dans sa nouvelle école. Il ne connaissait personne, personne avec qui s'amuser ou échanger son sandwich au thon. Il gardait tout de même un peu d'espoir. Dans sa poche était cachée une petite guirlande de bandes de caoutchouc aux couleurs de l'arc-en-ciel, prête pour jouer à l'élastique. Mais qui voudra jouer avec moi? Se demandait-il. Au son de la cloche, les élèves se sont précipités dans la cour de récréation. Ils voulaient tous arriver en premier au bar de singe, aux glissades ou au balançoire. Puis, si vous voyez en haut ici, on a David, toujours en haut des marches. Il espère un peu de réussir à se faire un ami. Mais il est trop timide pour se mêler aux autres. Il marche par-ci, par-là. Il s'arrêta pour observer un groupe d'amis qui jouaient à la cachette et lançaient des cris joyeux. Prêt, pas prêt, j'y vais. Plus loin, il remarqua des joueurs de soccer qui exerçaient leurs coups de pied en envoyant des ballons dans les filets imaginaires. Peu à peu, 3 rêveurs soufflaient sur des pissenlits pour former une galaxie d'étoiles. Mais David est toujours trop gêné. Il va voir d'autres joueurs qui jouent à la corde à danser, qui jouent au ballon, des gens qui lisent, des gens qui jouent aux jeux vidéo, des gens qui jouent à la marelle. Et tout à coup, il a le courage de s'approcher de celle qui joue à la marelle. Il s'avança vers le groupe. Allô, je m'appelle David, vous voulez jouer à l'élastique? Ah, c'est quoi ce jeu? Demanda cette fille intriguée. David expliqua les sauts, les chants et les élastiques. De sa poche, il sortit sa guirlande multicolore. Bientôt, les joueurs piétinaient gaiement le sol, un bout après l'autre de chaque côté de l'arc-en-ciel, devenu grand. Une nouvelle chanson retentissait maintenant dans la cour d'école. Entre, sort, entre, pile, côté, côté, pile, pile. On jouait ça beaucoup à ça, l'élastique, moi, quand j'étais jeune. Le lendemain, au son de la cloche, David et ses nouveaux amis se sont précipités sous le soleil afin de devenir les champions d'un monde bien à eux. Alors, c'est une histoire tout en douceur, tout en, en subtilité. C'est une histoire quand même, je trouve, qui nous permet de discuter avec les jeunes quant à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aider David? Parce qu'au bout du compte, David a été le seul responsable d'entrer en relation avec les autres. Il s'est promené d'un groupe à l'autre, il les a regardés, personne ne l'a invité, personne ne l'a approché. Ça a été à lui de faire les premiers pas. Mais si on a un nouvel élève qui arrive comme ça, puis qui se sent seul, puis qu'on voit qu'il est dans la cour, on peut aller lui parler, l'inviter à jouer avec nous, l'inviter à se joindre à nos jeux, puis ça va l'aider. Alors, ben, c'est ce que pourrait nous proposer le Sceau de David. Et on a aussi un album, vous allez voir, là, qui est magnifique là, du côté des couleurs, entre autres, qui s'appelle Lola sur le rivage. C'est de Teresa Arroyo Corcovado. Et je crois que c'est une autrice qui vient de... L'ouvrage a été publié en Belgique à la base, mais il me semble que j'avais cherché puis qu'elle vient de Séville. Donc, où elle habite Séville actuellement. Regardez les couleurs de cet album-là. C'est vraiment là, tout en couleurs très vives. Et on a donc une famille qui déménage. La famille de Lola.
Lola arrive dans un petit village, beaucoup plus petit que la ville où elle vivait, au bord de la mer. Ça fait une semaine que nous sommes arrivés dans cette maison et j'ai déjà compris que jamais rien d'intéressant ne se passe ici. Quelle idée de venir habiter dans ce village perdu. À l'école, c'est comme si je n'existais pas. Maman dit, ne t'inquiète pas, ma puce, tu vas t'habituer. Dans quelques jours, tout ira bien. Mais moi, je suis sûre que non. Nous n'aurions jamais dû quitter notre ville. Notre nouvelle maison se trouve devant le port. Papa m'a offert des jumelles. Quand je m'ennuie, je regarde la mer. Et là, on voit au travers de ces jumelles. La mère chahute, chuchote. Alors, à mon tour, je lui raconte mes secrets. La nuit, j'ai souvent peur. Ici, le noir est plus noir. Heureusement, le bruit des vagues me tient compagnie. Comment font les poissons pour voir la nuit et les bateaux? Demain, je demanderai à maman. Elle connaît très bien la mer. Ah, je trouve que les couleurs, là, je m'approchais un peu, toutes les couleurs des rochers, c'est vraiment magnifique. Je suis allée il y a quelques années ça se passe pas à cet endroit-là, mais je suis allée à Terre-Neuve il y a quelques années, puis quand on se trouve sur le bord là, de l'océan, les couleurs des, des, des végétaux au sol, on est vraiment dans ces palettes de couleurs. Le travail de maman, c'est d'apporter des lettres aux gens. Ici, le facteur se déplace en bateau. Et puis, elle va aller voyager avec sa mère pour aller faire une tournée de poste. Elle va rencontrer comme ça différentes personnes. Monsieur le marin, qui, euh, qui va lui offrir une boussole. Elle va rencontrer aussi quelqu'un euh, qui produit des bateaux, là, qui fabrique des bateaux. Puis il lui donne un petit bateau de bois pour lui montrer que le bois ne coule pas. Mais là, à l'eau, tu verras. Ensuite, elle va rencontrer aussi le gardien du phare. Le gardien du phare va lui donner une lampe de poche pour qu'elle lui le guide dans l'obscurité. Finalement, elle va aller ramasser des coquillages, des coques sur la plage. Donc, en ramassant des coques, elle va trouver des jolis coquillages qu'elle va garder. Et elle va s'être finalement constituée une trousse de trésors. Et lorsque Lola va aller à l'école, lorsque l'année va commencer, eh bien, elle va partager tous ses trésors avec les amis qu'elle va rencontrer à l'école. Et c'est comme ça que Lola va entrer en contact avec les autres. Donc, par le partage de ce qu'elle a trouvé. Et aussi en étant entrée avec les gens de la communauté en communication, mais elle a réussi à se créer des amis. Puis regardez les pages de garde. Dans les pages de garde, on a tous les objets qui lui ont été donnés ou qu'elle a ramassés. Donc, l'ensemble de ses trésors. Encore une fois, des pages de garde vraiment magnifiques. Je trouve que c'est un ouvrage d'un point de vue pictural qui est vraiment, vraiment très, très beau, qui est très doux aussi. On est dans les grands paysages marins. Et puis, avec les plus petits, moi, j'aime beaucoup faire de la randonnée. Puis quand ma fille était tout petite, là, partir en randonnée, c'est pas facile, hein, parce que les enfants, ben encore en fin de semaine, on est allé en randonnée, puis rendu au bas de la montagne, on a dit, bon, quel chemin on prend? Et ma fille a répondu, le plus court! On n'était pas encore parti, on n'avait pas commencé à marcher. Fait qu'il faut trouver des petites motivations, hein, pour aider nos enfants à randonner. Mais un truc que moi, j'ai souvent utilisé, c'est le saut avec la chasse au trésor. Donc, trouve des trésors dans la randonnée, puis que ce soit une petite roche que tu as trouvée ou un brin d'herbe ou quoi que ce soit. Évidemment, en prenant soin de ne pas détruire l'environnement autour de nous. Mais part à la chasse au trésor, ça peut être des trésors en prenant des photos aussi qu'on va trouver. Mais je trouve que cet album-là nous amène un petit peu à ça, dans la chasse au trésor qu'on peut voir dans notre environnement. On va rester au bord de la mer, mais on va découvrir cette fois-ci un ouvrage qui nous parle de relations familiales. C'est un album de Taltal Lévy qui s'appelle Je vous attendrai au bord de la mer. Et je vais vous le lire parce qu'il est quand même assez court en matière de texte. Et ensuite, je vais vous parler de la discussion qu'on a eue la semaine dernière avec cet album-là, avec le groupe que j'ai rencontré vendredi. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible. Alors, je m'évade, là où je me sens bien. On a vu ici, hein, je ne sais pas si vous voyez, là, je vais vous laisser le temps, mais on a le papa qui travaille, la maman qui parle à quelqu'un, comme ça, dans le fond, au téléphone.
Probablement les deux parents qui sont, ah oui, ici, on la voit ici, la maman qui parle au téléphone, le papa qui travaille, puis avec un point de vue un petit peu plus lointain comme ça. On a l'impression qu'il travaille, en tout cas, il est sur l'ordinateur. Alors, alors je m'évade là où je me sens bien, là où je connais tous les arbres, tous les arbustes, où chacun de mes pas me remplit de bonheur, où les créatures me saluent, un petit renard, avant de poursuivre leur chemin. Mais la nuit tombée, tout me semble si différent, dans cet endroit pourtant familier. Heureusement, j'ai ce qu'il me faut. Tout de même, la noirceur s'étend à l'infini. Regardez son air, hein, pas sûr, hein? Et je me sens minuscule devant l'immensité de la nuit. Pendant que je m'endors, d'autres se réveillent. Au petit matin, une surprise m'attend. Oh, un ami, couché sur son sleeping bag. Un ami tout aussi curieux et timide que moi. Peut-être que je ne suis pas si invisible après tout. Il la suit. Enfin, une brise marine nous effleure le visage. Nous sommes arrivés. Ici, c'est mon endroit favori. Et voici ceux que j'aime le plus au monde. Charlie, nous voilà! Quel bonheur d'être ensemble, réunis au bord de la mer. Au revoir, mon ami. Merci pour tout. Et voilà. Alors, quand j'ai présenté l'album la semaine dernière, les participants, c'était vraiment intéressant parce qu'il y en a qui ont parlé de, tu sais, vraiment d'enfants abandonnés d'une certaine façon. Tu sais, les parents ne s'occupent pas d'eux. Puis moi, je leur ai dit, oui, mais aussi, parfois, des fois, on doit travailler, là, on a des tâches à accomplir, puis les enfants se sentent abandonnés. Est-ce qu'elle est véritablement abandonnée? Donc, cet album-là laisse place à l'interprétation. Est-ce qu'elle passe vraiment la nuit dehors? Hein, est-ce que c'est un rêve qu'elle fait? Est-ce que c'est un rêve imaginaire? Il y a aussi des participants qui ont dit oui, mais à la fin, c'est triste parce que tout à coup, c'est le renard qui se retrouve tout seul. C'est comme si c'était lui qui était abandonné. Et là, d'autres ont dit, mais peut-être pas, peut-être que le renard s'est trouvé une nouvelle place préférée. Comme elle avait une place préférée, c'était son endroit favori. Donc, il y a eu toute une discussion sur l'interprétation de l'histoire. C'est un ouvrage qui donne des clés sans donner toutes les clés. Alors, c'est vraiment intéressant d'aller voir comme ça les différentes interprétations. Puis, si on regarde la page couverture, on voit comme ça une image qui est complète avec notre jeune fille et son renard, puis les parents qui arrivent par ici pour la rejoindre. Donc, vraiment un bel album qui laisse place à plusieurs interprétations. C'est vraiment des albums intéressants pour ouvrir la discussion, pour lancer le sujet de conversation avec les jeunes. Toujours autour de la thématique familiale. Toujours de Marianne Ferrer. On en a vu plusieurs de Marianne Ferrer aujourd'hui. Un album très différent, un peu plus difficile à présenter dans un écran d'ailleurs, qui pourrait vraiment être utilisé avec les plus vieux. Là, on peut se rendre jusqu'à la fin du primaire, puis je pense même au secondaire, il y aurait des belles activités qu'on peut faire avec ça. Racine, un petit album qui a l'air tout simple, texte très court. Voici ce que cet album nous raconte. Je suis consciente de mes racines, s'entrelaçant à celles de ma grand-mère. Venue des montagnes et des vallées. Transfigurée par l'amour, je suis habitée par la mer, par ma mère, avec les deux graphies, hein. En Racine, s'incarne la sérénité. Et là,
Donc, je vous rappelle, je suis... Attendez, je suis en train de... Je suis habitée par la mer, par ma mère. C'est peur. C'est tragédie. C'est fin. Je me suis trompée en vous lisant, j'ai manqué quelques mots parce que j'aurais dû déplier le texte. J'ai manqué une page. Voilà, c'est ici. Excusez-moi. Je suis habitée par la mer, par ma mère, et ça se dépliait ici. Ses leçons deviennent les miennes, ainsi que sa magie. Voilà. Donc, je suis habitée par la mer, par ma mère. Ses leçons deviennent les miennes, ainsi que sa magie. Ses peurs, ses tragédies. Puis on voit des béquilles, chaises roulantes. C'est fin. Je suis toujours consciente de mes racines. Alors, c'est un album, comme vous voyez, hein, Leporello, donc qui peut se déplier, qu'on peut lire vraiment d'un côté, puis on tourne pour le lire de l'autre côté. Ce n'est pas les albums les plus faciles à présenter dans un écran. Mais c'est un album qui va vraiment pouvoir être travaillé avec les plus vieux parce que c'est la question des racines, ce qu'on a hérité, hein, ce dont elle a hérité de sa grand-mère, ce dont elle a hérité de sa mère, la femme qu'elle est en train de devenir aussi. Les racines sont décrites comme étant les racines de son origine, parce qu'on va parler de la montagne, on va parler de la mer, mais aussi des racines familiales. Donc la grand-mère, l'histoire d'amour, la mère, l'histoire qui a forgé sa mère. Donc c'est vraiment, vraiment un album poétique qui est magnifique. Puis plus on le lit, plus on regarde les illustrations, plus on essaie d'analyser les illustrations en fonction du texte, plus on va trouver de portes d'entrée puis de réponses à nos questions au travers de l'album. Donc, voici pour Racine de Marianne Ferrer. Je vais passer maintenant à la dernière petite catégorie de livres qui est notre catégorie d'albums complètement fou. Je trouve que c'est une bonne façon de finir une présentation littéraire. Donc, je vous en présente quelques-uns. Et on commence avec un album qui est un hybride entre... Où est-ce que je l'ai mis? Je vais essayer de le retrouver. J'ai un moment d'égarement. J'ai un album que je n'ai pas près de moi. Alors, je vais passer tout de suite à un album, peut-être cette fois-ci, qui va vraiment être très foisonnant, plein d'informations. Je vais juste jeter un coup d'œil. J'ai J'ai dû le laisser sur ma tablette, mais on a assez d'albums pour conclure cette présentation-là avec ceux que j'ai sous la main. Alors, c'est un album que je vais vous présenter, donc, qui est un petit peu, encore une fois, à la frontière entre l'album et quelques codes de la bande dessinée. Un texte de Daniel Chaperon, illustré par Agathe Bré-Bourret, et ça s'appelle L'incroyable histoire du chiffre 3. Et vous allez avoir ici une histoire complètement folle qui devrait normalement mettre en scène le chiffre 3 que vous pouvez voir ici, qui ressemble presque à un petit poussin. Et donc, je vous disais, les pages de garde, les pages de données de catalogage sont toujours en lien avec l'ouvrage. Mais cet ouvrage est si foisonnant et illustré qu'à la page de données de catalogage, ça devait être aussi illustré que le reste de l'ouvrage. Alors, vous avez donc ici un spectacle qui est donné. Et donc, on a l'animateur qui est un magicien qui dit: Mesdames et messieurs, filles et garçons, j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'incroyable, mirobolant, l'époustouflant chiffre 3. Là, tout le monde applaudit. Clap, 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 clap. Mais que faites-vous là? Ce n'est pas encore le moment de votre numéro. Regardez, il y a une souris puis un singe qui apparaissent en plus du chiffre 3. Allez, oust, dégagez. Quel grognon. Pardonnez-moi, ce petit contretemps, où en étais-je? Ah oui, au mirobolant et à l'époustouflant, chiffre 3. Désolée de vous l'interrompre, mais pourquoi 3? Bien parce que c'est le chiffre que j'ai choisi. Mais pourquoi pas 5 ou 2 ou encore 1000 ou 8764? Parce que c'est comme ça, et c'est tout.
Mais pourquoi présenter seulement 3? C'est injuste. C'est vraiment injuste. Trop injuste. Injuste, injuste, injuste. Mais pourquoi 3 pommes? Pourquoi pas 5 pommes? Et pourquoi des pommes? C'est injuste? Vraiment injuste. Pourquoi pas des bananes ou du brocoli? Ou de la barbe à papa ou des pizzas? Et là, vous comprenez que notre petite souris et notre petit singe vont tout faire pour essayer de faire changer l'histoire de notre maître de cérémonie. Alors lui, il essaie de raconter l'histoire du chiffre 3, mais ils ont toujours quelque chose à proposer. On pourrait avoir des poissons volants comme personnages principaux, des éléphants verts à pois, des anguilles électriques, des ornithorynques. Et il y a toujours une raison, mais les ornithorynques, c'est trop rare, c'est trop compliqué. On pourrait avoir des bactéries comme personnages principaux. Ensuite, on va avoir donc les lieux, les histoires, les péripéties. Et le chiffre 3, pauvre lui, qui est là puis qui attend que son histoire commence, finit par tomber à la renverse. Alors, de fil en aiguille, vous avez un vrai spectacle qui est donné, mais c'est un spectacle où les personnages se rebellent finalement contre le conteur, contre le narrateur, essaient de lui faire ajouter des hommes forts, des moustaches, de mettre des sorcières dans l'histoire. Ils vont se retrouver avec énormément de personnages. Et le personnage dit toujours, oui, mais ce genre de choses-là n'arriverait pas avec l'histoire du chiffre 3. Ouais, mais ça serait plate, ton histoire. Puis là, tout à coup, OK, 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 OK. On recommence. On recommence, on recommence, on recommence. Mesdames et messieurs, fils et garçons, j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'incroyable, l'époustilleux, le fantamifique, quoi déjà? Le chiffre 3. Ah oui, le fantamifique chiffre 3. 3 quoi déjà? Et ça recommence. 3 icebergs au ketchup? 3 rhinocéros fleuris? Ou plutôt 3 sardines un peu sottes qui jouaient du saxophone dans un sous-marin? Et donc, on se retrouve à la toute fin de l'histoire avec, on est dans un spectacle, rappelons-nous, le personnage qui s'adresse à nous. Hé, toi, oui, toi qui nous regardes depuis la première page, tu n'es pas invisible, on t'a vu. Pourrais-tu nous aider à raconter notre histoire depuis le début? Nous, on est un peu perdus. Vas-y, on t'écoute. Et là, soit qu'on recommence à lire l'histoire ou qu'on en appelle à la mémoire des jeunes. De quoi ça parlait? Quels sont les éléments qu'on a nommés? Et là, on peut dresser une liste de tout ce qui a été nommé. 3 sardines qui jouent du saxophone dans un sous-marin, 3 rhinocéros fleuris, avoir un ornithorynque comme personnage principal. Et on peut voir ce que les jeunes ont retenu comme information dans l'album. Donc, c'est complètement déjanté, c'est complètement fou. Il y a beaucoup d'histoires de Daniel Chaperon qui sont vraiment amusantes comme celle-là. D'ailleurs, j'en ai une autre que je vais vous présenter et je vais aller la chercher parce qu'elle est sur ma tablette. Je reviens dans un instant. Et c'est une histoire qui est écrite aussi par Daniel Chaperon, mais qui cette fois-ci est illustrée par Samuel Quentin. Puis elle est à la fois folle, elle parle des relations amicales, elle parle de l'imaginaire, elle pourrait faire toutes nos catégories, elle parle des émotions. C'est l'histoire J'aime pas ta robe, donc de Daniel Chaperon et Samuel Quentin. Moi, juste le titre, j'ai envie de lire l'histoire. Je suis déjà convaincue, juste grâce au titre. J'aime pas ta robe. Page de garde de Petite Marguerite. Et on est dans une cour d'école. Il y a un garçon qui approche d'une fille. Il la regarde. J'aime pas ta robe. Elle regarde le garçon. Elle se regarde elle-même, en fait. Regarde le garçon. Moi, j'aime pas tes souliers. J'aime pas ton sac d'école. Ben, moi, j'aime pas ta boîte à lunch. J'aime pas tes lunettes. Ben, moi, j'aime pas ta casquette. Et là, ils vont se relancer comme ça. Tu sens les œufs pourris. Toi, tu sens le vieux fromage. Et toi, tu. Pfff! Sont un peu bouchés. Les deux, plus rien à dire. Moi, je peux me balancer haut comme ça. Trop facile, moi, je peux me balancer haut jusqu'à la lune. Ah ouais? Mais moi, fou. On tombe dans l'imaginaire. Je suis la reine de la lune et je décide que les casquettes sont interdites dans mon royaume. Tous ceux qui désobéissent seront punis. Garde, attrapez-le. Ah ah! Grâce à ma potion extra gigamon, je me transforme en Gnark et les reines lunaires sont les collations préférées des Gnark. J'ai même pas peur. C'est plutôt toi qui devrais avoir peur parce que moi, je me transforme en Burk.
Les Burks sont beaucoup plus forts que les Gnarks. Et la reine des Burks, c'est la plus forte de tous. Ah! Et là, on est vraiment dans le jeu imaginaire, dans la confrontation. Deux enfants qui jouent ensemble en s'affrontant jusqu'à temps que... Ah! Minet, minet, minet. Miaou. Et le minet continue son chemin. De toute façon, j'aime pas les chats. Moi non plus. Un chat, ça sait rien faire. C'est pas comme mon chien Maurice. Lui, c'est le meilleur. Il gagne tous les concours. Et ça recommence. Le meilleur mangeur de hot dog. Bravo. Les 2 minutes sont écoulées. Il a fait une sculpture. Nouveau record olympique pour Momo. Il a conquis l'Everest. Et donc, on voit tous les exploits que son chien Maurice peut faire. Bof, un chien, c'est tellement ordinaire. Moi, j'ai un ornithorynque. Il s'appelle Raoul. C'est le plus intelligent de tous les animaux du monde. Et là, son Raoul qui opère des cerveaux, qui gagne à des jeux de génie en herbe, qui est un rat de laboratoire. Un ornithorynque savant, c'est bien, mais moi, j'ai quelque chose de mieux. Ah oui, impossible, c'est quoi? Une pierre précieuse. Pour vrai, vrai de vrai et magique en plus. C'est la fée des diamants qui me l'a donné. Ouh! Je lui ai sauvé la vie une fois. Elle se noyait dans son bol de céréales. Elle m'a offert cette pierre pour me remercier. Elle me donne de très gros pouvoirs. Je peux voler, devenir invisible, j'ai une force surhumaine et là, tous les pouvoirs, toutes les forces qu'elle a. Veux-tu voir ma pierre magique? Quoi, tu l'as sur toi? Toujours. Aimerais-tu que je te la prête? Ah oui. D'accord, mais tu peux y toucher seulement 3 secondes, sinon tu vas perdre toutes tes dents. Waouh, elle est trop belle. Je sais. Un, deux, trois. Ah! Le chat repasse. Les deux vont flatter le petit minou. Eh ben, savez-vous quoi? Rapidement, la cloche sonne. La récréation est finie. Puis le petit garçon va lui dire, tu sais, au fond, les marguerites. Ouais, les marguerites. C'est pas si mal. Hmm, ouais, mais peut-être que tu voudrais me présenter ton ornithorynque? Oui, oui, bien sûr. Et regardez l'ornithorynque, c'est un petit toutou. Alors, la confrontation, hein, la rivalité entre les enfants qui veulent des fois être meilleurs, des fois on les écoute parler, puis c'est incroyable. Si les adultes se comportaient comme ça n'aurait pas de bon sens. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Une espèce de surenchère de réussite, de qualité. Donc, un bon ouvrage pour apprendre comment discuter les uns avec les autres. Comment entrer en relation aussi? Si tu veux jouer avec quelqu'un, aller lui dire j'aime pas ta robe, c'est peut-être pas la façon la plus aimable d'entrer en contact avec elle. Donc, tout un bel ouvrage pour parler des discussions, des conflits qu'on peut avoir dans la cour d'école. Puis des fois aussi, ben, il y en a qui nous qui essayent d'entrer en relation avec nous de façon pas tout à fait adéquate. Ben, comment on peut améliorer ces contacts-là? Et je vais terminer avec un album que j'adore, que j'ai animé 1 million de fois en, ben, peut-être pas 1 million, là, 999 fois en animation devant les classes. C'est un album de Valérie Picard qui s'appelle Boom Bidoum. Et cet album-là, il est extraordinaire parce qu'il est hyper interactif avec les enfants. Donc, je vais terminer cette présentation des livres des éditions Monsieur Ed avec la présentation de Boom Bidoum. Voici Boom-Bidoum. Voilà. Boom-Bidoum est un ding-plouf. Il vient de la planète Badabang. Là. Autrefois, la vie sur Badabang était paisible. Et là, on voit des ding-ploufs qui se lancent un ding-plouf pour jouer au ding-plouf. Puis un jour, une terrible épidémie de fou rire se répandit sur la planète. Quelle catastrophe! Sais-tu, toi, qu'un ding-plouf qui rit se multiplie à l'infini? Ainsi, le soir venu, 1000 milliards de millions de ding-ploufs avaient envahi Badabang. Oh! Là, ici, les enfants, ils cherchent Boum-Bidoum, hein. Fatigué de se faire marcher sur les pieds, Boum-Bidoum décida de venir s'installer sur Terre.
Loin de sa famille et de ses amis, Boum Bidoum s'ennuie. Voudrais-tu jouer avec lui? Ce qui l'amuse encore plus que de mâcher de la gomme, c'est de se transformer. Mais il a besoin de toi. Dis-lui, boum bidoum, transforme-toi en triangle. Et là, moi, je dis toujours, OK, on va compter jusqu'à 3 et à 3, on va le dire. OK? Un, 2, 3. Boum bidoum, transforme-toi en triangle. Oui, bravo! Ouh! Maintenant, demande-lui de se transformer en carré. OK? Un, 2, 3. Boum bidoum, transforme-toi en carré. Ouh, excellent! Bam, neuf. Je crois que Boombidoum aimerait essayer quelque chose de plus difficile, une forme plus difficile. Ah, je sais, un tyrannosaure. Un, deux, trois. Boombidoum, transforme-toi en tyrannosaure. Ah, ah, c'était une mauvaise idée. Ordonne-lui de se transformer en ver de terre avant qu'il nous dévore. Un, deux, trois. Boombidoum, transforme-toi en ver de terre. Ouh, oh non, c'est pas un ver de terre, ça, c'est un ver de terre aux or. Boombidoum est un peu mêlé. Pour le démêler, secoue le livre en chuchotant. OK? Doum biboum, bidoum boum, boum bidoum. Doum biboum, bidoum boum, boum bidoum. Plus vite que ça. Doum biboum, bidoum boum, boum bidoum. Doum biboum, biboum, doum, boum bidoum. Ouh! Oh! Peut-être que j'ai brassé trop fort. Où est-ce qu'il est passé, boum bidoum? Ah, il est resté collé en haut. Je vais bouger le livre de gauche à droite pour le décoller. Et est-ce que ça va marcher? Spock! Oups. Notre ami est tout écrasé. Souffle sur Boombidoum pour le regonfler, mais attention de ne pas le chatouiller. Tu risquerais de le faire rire. Allez, vas-y, souffle. Ouais. Continue, on y est presque. On va souffler dans sa bouche. Oup, on l'a trop gonflé, on l'a trop gonflé. Boombidoum est en train de s'envoler. Non, non, il faut donner des petits coups pour le ramener sur ça. Ouh, le vent se lève. Et là, comme ça, on a le Boombidoum qui s'envole. Alors, tape dessus pour le faire redescendre. Quand j'ai un groupe devant moi, moi, je leur dis que Boombidoum, c'est leur main. Alors, je leur fais faire tous les gestes avec la main. Comme ça, ils ne sont pas tous autour de moi en train d'essayer de taper sur le livre et par conséquent de m'éborgner. Donc, je leur fais taper sur la main comme ça pour qu'ils puissent participer. Tape dessus pour le faire redescendre. Alors, ah, t'as réussi. Notre Dingplouf est sain et sauf, ou presque. Oh, aide-le à le débarrasser de son hoquet. Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser du hoquet? On va crier bouh, OK? Alors, on va lui faire peur. À 1, 2, 3. Bouh! Hein? Ah, ça n'a pas fonctionné. On va essayer encore, mais plus fort. OK? 1, 2, 3. Bouh! Ouh! Félicitations, t'as guéri Boombidoum. Boombidoum? Oh, je crois que ton cri féroce l'a effrayé. Va falloir le flatter pour le réconforter. On peut faire même venir un enfant pour qu'il le flatte. Oh, ça marche, il aime ça. Oh non, non, on dirait que... Oh non! On a chatouillé Bombidom! Oh non, il a recommencé à se multiplier! Mais c'est pour ça qu'il fallait pas chatouiller Bombidom! Oh, il y a trop de ding-plouf, il y a trop de ding-plouf, c'est impossible de les arrêter! Vite, vite, ferme le livre avant qu'ils envahissent ta maison! Puis là, les enfants, ils te regardent. Mais on veut la fin? Ben non, je peux pas rouvrir le livre. Si je rouvre le livre, on va être plein de ding-plouf. Regarde la preuve. Il y en a déjà un qui est sorti, ici. Alors, c'est mon livre d'animation fétiche parce que je trouve qu'il est tellement amusant. Les enfants embarquent, ils rigolent, ils discutent, ils veulent qu'on rouvre, qu'on recommence avec Boombidoum. Ça vous donne vraiment un panorama de ce que vous allez trouver aux éditions Monsieur Ed. Vous avez des ouvrages très sensibles, très beaux, tout en observation, en contemplation, d'autres ouvrages complètement fous et dynamiques, des thématiques variées, mais qui peuvent se recouper, qui sont abordées. Donc, c'est vraiment une maison d'édition où vous avez un corpus extrêmement riche, un corpus à découvrir. Il y a une trentaine de livres qui sont parus jusqu'à maintenant. Donc, des livres qui sont tous bien différents, qui peuvent s'adresser aux jeunes de tous les âges du primaire. J'espère que cette présentation-là vous aura fait découvrir ou redécouvrir les ouvrages des éditions Monsieur Ed et que ça vous aura permis de voir là-dedans des livres qui pourraient se frayer une petite place dans vos bibliothèques de classe ou vos bibliothèques municipales.
Je vous remercie pour votre attention, pour la journée que vous avez passée avec moi aujourd'hui. Ça a été très agréable de vous présenter ces livres-là. On aura une prochaine journée pouce carré qui est prévue pour le 1er mai, au cours de laquelle on va découvrir des ouvrages assez variés, différents les uns des autres. La programmation est encore à confirmer, mais on devrait avoir du roman, de l'album qui vont se mélanger là-dedans. Donc, vous recevrez l'information par courriel. Également, vous recevrez dans les prochains jours par courriel les liens de rediffusion pour pouvoir réécouter ces présentations et les partager avec vos collègues s'ils le désirent. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite là-dessus une belle fin de journée et surtout de très belles lectures.